pas pro, je sais pas si on se connaît, c'est pas grave. Ancienne cordialiste, tutrice, membre d'Intercordia, bref, voilà. Et aujourd'hui, on est réunis pour les 25 ans d'Intercordia et pour une conférence sur le thème de l'engagement. S'engager dans une action solidaire pour une transformation personnelle et collective. Et nous allons échanger à ce sujet avec nos 3 invités du jour, que je vais vous présenter tout de suite. À ma droite, il y a 3 personnes. Attendez, il faut que je trouve la petite fiche. Voilà. Donc, j'accueille Xavier Kernin, Évariste Akpa et Elena Lassida. Oui, on peut les applaudir. Voilà, on prend. Alors, on va démarrer, cette conférence, elle sera en 3 parties. Et on va démarrer avec Xavier. Xavier, tu es éducateur spécialisé depuis 2008. Tu as été cordialiste au Duecodev à Strasbourg, si mes informations sont bonnes. Et avec Intercordia, tu es parti à l'Arche, au Québec. Et puis, tu es revenu en France et tu as aussi intégré l'Arche en France. Tu es aujourd'hui responsable de la mission handicap à Unilassal à Beauvais, et ce depuis 2011. Responsable aussi d'un groupe de travail handicap de la conférence des grandes écoles. Depuis 2017, tu es coordinateur du plaidoyer en faveur de l'accès à la mobilité internationale pour les étudiants en situation de handicap. Et ça commence à faire long. Tu t'es beaucoup investi aussi dans des associations diverses et variées, alors toujours sur le thème du handicap. Accueil Île-de-France, 100% en dynamique, l'Arche dans l'Oise et la Fondation Un Avenir Ensemble. Tu es également auteur de 2 romans sur le handicap, Itinéraire d'un jeune paumé, aux éditions Publibook, publié en 2011, et Tribulation d'un mille-pattes au Mexique, aux éditions Publibook en 2014. C'est ça. Est-ce que c'est correct, toutes les informations que j'ai? Tout à fait. C'est toi qui me les as données, donc c'est parfait. On est bien. Alors, dans cette... non, je vais présenter mes autres invités aussi. Ensuite de ça, nous avons Évariste Akpa, qui est un Master 2 en sociologie, DEA interculturalité au CRINE à Nantes, le centre de recherche sur les identités nationales et interculturalité. Un diplôme d'État en ingénierie civile. Social, tout à fait. Aujourd'hui, tu es directeur socio-éducatif et pédagogique et directeur de la formation au Rocher, et ce depuis 9 ans déjà. Tu as été pendant 12 ans intervenant social dans la protection de l'enfance. Intervenant aussi et chargé de cours à l'IRCOM à Angers. Intercordia depuis, tu n'as pas réussi à retrouver la date, mais au moins tout ça. Et conférencier sur les questions d'éducation, d'interculturalité et développement du pouvoir d'agir. Tout un programme. Et enfin, tu es associé de recherche au Bernardin et tu travailles sur la fabrique du commun dans les cités. Du commun dans les cités. Fabrique du commun. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Et enfin, Elena Lassida, qui est professeure d'économie à l'ICP, économiste spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, vice-doyenne à la faculté des sciences économiques et sociales, titulaire de la chaire du travail entreprise et biens communs de l'ESSEC et de l'ICP. J'ai dit quoi? Entreprise et biens communs. Titulaire de la chaire entreprise et biens communs. J'avais mis un nom en trop. Et intervient à Intercordia sur les questions d'économie sociale et solidaire aussi depuis une date indéterminée. Voilà. Tous ces gens sont très investis depuis très longtemps. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, je vous propose de commencer par une première partie sur l'engagement comme levier de transformation personnelle avec Xavier. Xavier, donc on a dit, tu es parti avec Intercordia à l'Arche au Québec. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de cette expérience et de l'implication avec Intercordia et de ce que ça a pu changer chez toi comme levier, quoi? Oui, donc
En 2008, j'ai connu Intercordia en 2008. J'ai fait la formation à l'UTC de Compiègne en 2008. Je suis parti donc de septembre 2008 à avril 2009. Voilà, pour moi, c'était ma première expérience en tant qu'éducateur spécialisé. J'ai voulu partir au Québec, alors tout simplement parce que j'étais nul en anglais, et donc il fallait absolument que je reste en pays anglophone, et que je ne voulais pas aller dans les pays chauds, parce que je préfère, j'ai plus de mal avec la chaleur avec le froid. Donc voilà, donc c'était aussi l'occasion de découvrir une culture, découvrir une association dont j'avais déjà entendu parler, mais sans y avoir été impliqué. Et voilà, je pense que le grand dépassement pour moi à l'époque, c'était que j'avais fait déjà des stages dans le milieu médico-social avec des personnes qui avaient un handicap mental, avec des jeunes porteurs d'un handicap mental. Et je me souviens, j'étais très strict sur mes horaires parce à la fin de la journée, j'étais épuisé, etc. Puis là, je me suis dit, bon, partir vivre et habiter avec des personnes qui ont un handicap mental, c'est quand même un gros challenge. Limite, c'était sans doute le plus gros challenge pour moi, au-delà de l'aspect interculturel et départ, voyage à l'autre bout du monde, etc. Donc voilà, une belle expérience qui n'a pas toujours été toute rose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que l'équipe d'Intercordia s'en souvient aussi, et mon cher tuteur qui est là dans la salle, on est tuteur et tutoré présent aujourd'hui, donc ça c'est super chouette, se souvient aussi de cette période. Mais voilà, c'était quand même une très belle expérience et très riche, avec des belles relations qui ont été tissées, et puis surtout, voilà, on va revenir sur la question de l'écrit, mais c'était aussi une belle appréhension aussi de cet outil qui était proposé par Intercordia. Merci. Et pardon, j'avais eu Elena en formatrice à l'époque. Ça fait au moins depuis 2008. Ouais. Comme tu l'as dit, cette place de l'écrit qui est chère à Intercordia, elle a aussi été marquante dans ton expérience à toi. Quelle relation tu as à l'écrit? Quelle place ça prend aujourd'hui dans ta vie, dans ton engagement d'aujourd'hui? Alors, je me souviens que pendant la formation, on nous avait dit commencez à faire votre journal de bord dès la formation, les premières semaines à Compiègne, etc. Alors, bon, fallait savoir qu'en journée, on suivait les cours correctement, etc. En soirée, il y avait des soirées, il y avait des grosses soirées, peut-être quasiment tous les soirs. Et je crois que les années d'après, ils ont demandé à ce qu'on modère un peu les soirées, voilà. Et donc, on essayait de trouver quelques minutes pour écrire notre journal de bord, mais on ne voyait pas l'intérêt pendant la formation. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Et c'est vraiment le jour où je suis parti que je suis vraiment rentré dans la dynamique de l'écrit, du journal de bord, que ça soit une page entière. Alors, ce qu'on nous avait donné un conseil, c'est de ne pas prendre des grands cahiers, de prendre des petits carnets, ce qui permet d'écrire au cas où plusieurs pages, mais de ne pas avoir peur de la grande page blanche, etc. Donc j'avais mon petit carnet, et tous les jours je mettais au moins quelques lignes sur l'expérience de la journée. C'était intéressant parce que je crois que les seuls jours où je ne remplissais pas mon journal de bord, c'était lors de mes jours de congé. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant mes jours de congé, je ne touchais pas mon journal de bord, mais je racontais ma journée le lendemain dans mon journal de bord. C'était aussi le sujet des rapports d'étonnement. Donc j'envoyais à Guillaume tous les mois et demi, 2 mois, ça dépendait si j'étais à la bourre ou pas. Mais voilà, on avait un vrai échange à distance sur cette expérience. Et vraiment aussi, bien sûr, à la fin, c'était la question du mémoire, la rédaction des mémoires, et de la prise de recul aussi. Alors, ça a été un temps important pour moi parce que je vous ai dit que ça n'a pas été tout rose non plus à l'Arche au Québec. Et pour me réengager dans l'Arche à Nantes, j'ai dû faire ce travail d'écrit. Et ça m'a aidé à distinguer ce qui était d'une erreur professionnelle de ma directrice au Québec, et de ce que j'avais pu réellement vivre quand j'étais cordialiste à l'Arche au Québec, voilà, toutes les relations. Et donc aujourd'hui, l'utilisation de l'écrit, donc déjà, j'ai pu écrire mes deux premiers ouvrages. Il faut savoir que le premier a été écrit au moment de mon retour du Québec, c'est-à-dire que je donne toujours cette anecdote. J'avais en fin de séjour, j'avais utilisé toutes mes économies pour faire un petit voyage du côté de Vancouver, et pour la dernière nuit, j'avais plus d'argent. Et donc
bon, il restait, je crois que l'avion décollait à 6h du matin. Je me suis dit, ça sert à rien d'aller prendre une chambre d'hôtel ou autre. Donc, j'ai fait la nocturne de McDonald's et après, j'ai été me mettre dans l'aéroport pour attendre mon avion. Et puis, j'ai commencé à écrire mon premier livre pour ne pas m'endormir à côté de mes bagages. Donc, voilà, c'était les premières pages auprès de Tim Burton à Vancouver. Et puis voilà, pour moi c'était l'occasion de transmettre un message, comme finalement l'écrit dans Intercordia, c'est plutôt se transmettre un message aussi sur la relecture de son projet, de son parcours, et donc de savoir en retirer ce qui a été vécu, des expériences, etc., des points forts de cette mobilité, de ouais, de cette expérience humanitaire ou solidaire à travers le monde. Et finalement, l'écriture du livre en lui-même, c'est plutôt le partage d'un témoignage, le partage de valeurs ou de messages que l'on veut transmettre à d'autres. Et donc, c'est vrai que c'était l'occasion. Mes parents sont dans la salle et à l'époque, je sais que j'avais imprimé mon premier livre à la photocopieuse à l'Arche et j'en avais imprimé 2-3 exemplaires. Je les avais laissés chez ma grand-mère pendant l'été, etc. Et puis mon papa, qui est féru de lecture, m'avait dit, mais surtout, mais vas-y, édite, ça vaut le coup, il y a quelque chose, il y a une expérience à partager, donc vas-y, il m'a encouragé dans cette démarche. Donc c'est vrai que c'est pour moi vraiment la question du partage, et puis par la suite, c'était un outil aussi professionnel pour travailler sur le sujet de la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, parce que en 2020, 4 ministres ont demandé à la conférence des grandes écoles de rédiger une étude exploratoire sur le sujet de la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap. Et donc, la conférence des grandes écoles m'a confié cette mission. Nous étions 2 à rédiger cette étude et nous l'avons présentée donc à la ministre Sophie Cluzel en 2021. Alors, parmi les 4 ministres, il y avait quand même Sébastien Lecornu, déjà à l'époque. Petit clin d'œil. Il était aux Outre-mer, normalement. Il était aux Outre-mer à l'époque. Voilà, mais donc, c'est bien. S'il peut continuer à appuyer notre démarche, ça peut être pas mal. Ça peut lui donner quelques missions, ça peut être. Voilà, donc je reviens sur cet écrit, en tout cas l'expérience de l'écrit, qui est l'expérience du plaidoyer par la suite. Et ça, c'est important parce que c'est le moyen que l'on a aujourd'hui pour transmettre des messages et faire des appuis politiques forts au niveau national et au niveau international, au niveau de l'ONU, etc. Donc, c'est des éléments importants. En tout cas, l'écrit est devenu pour moi un outil essentiel, aussi bien quelque chose de partage personnel que de partage professionnel. Est-ce que tu avais déjà écrit avant d'intégrer Intercordia et de partir avec Intercordia? Est-ce que ça avait déjà une place ou est-ce que tu t'étais dit jamais je pensais que je ferais tout ça? J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été nul en orthographe, mais par contre j'ai toujours aimé rédiger des petites histoires, etc. Je me souviens dans mes jeunes classes où justement j'étais premier en tout ce qui était pour faire des rédactions, mais j'avais à chaque fois 2 points de moins sur les fautes d'orthographe. Mais voilà, c'était quelque chose qui n'était pas développé, on va dire ça comme ça. Ce n'était pas un outil vraiment dans le quotidien. Et même si dans la formation d'éducateurs spécialisés, il y a des écrits pédagogiques, etc., ce ne sont pas non plus des romans ou des textes de 120 pages à produire. Ah, s'il y a quand même le mémoire à faire en école d'éducateur, mais c'est 4-50 pages à produire. Est-ce que cet écrit a joué un rôle dans une... Est-ce que tu considères qu'il y a eu une transformation personnelle? Et est-ce que cette transformation, pour toi, elle est restée très personnelle ou comme tu disais, elle s'est étendue, elle s'est développée, tu parlais plutôt de collectif, de professionnel. Est-ce que ça vient d'Intercordia? Est-ce que ça vient de l'écrit? D'où ça vient cet engagement que tu as aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est plus développé. En tout cas, c'est devenu un outil réel. Alors, par contre, oui, j'ai quand même une anecdote. C'est que je suis reparti avec l'Arche, pour les 10 ans de l'Arche à Beauvais, on est parti en Israël. Et j'étais en binôme avec une personne handicapée mentale qui avait besoin de beaucoup d'accompagnement, qui ne parlait pas, qui était pas en fauteuil mais qui ne parlait pas, qui avait quelques gestes pour s'exprimer, etc. Et d'emblée, quand je l'ai rencontré, il y avait une soirée de préparation, etc., 2 semaines avant de partir.
Et là, je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose, de tenir un journal de bord pendant les 10 jours en Israël, à Jérusalem, en Israël et en Palestine. Donc voilà, et pour moi, c'était quelque chose, un outil essentiel pour vivre ce pèlerinage en Terre Sainte à ce moment-là. Et c'est vrai que là, je me suis rappelé de ce qu'on avait pu partager avec le journal de bord euh, au niveau d'Intercordia. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce cahier. Alors là, par contre, j'avais pris des grandes pages parce que c'était un outil personnel. L'écrit est devenu un outil personnel et professionnel, mais là, c'était vraiment l'aspect personnel, et j'avais vraiment envie d'écrire ce que je ressentais et de ce que j'avais vécu, non seulement par ce pèlerinage, je découvrais la Terre Sainte, mais en même temps parce que je savais qu'il y avait quelque chose, une histoire à raconter avec ce monsieur que j'accompagnais tous les jours, et ça n'a pas été toujours très simple, mais on a vraiment tissé un très beau lien voilà, à cette époque. Je parle au passé parce qu'il est décédé du Covid, mais voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. Et donc voilà, j'ai ce carnet aussi aujourd'hui. Et puis, normalement, j'aurais bien essayé d'écrire mon 3e livre, donc j'ai commencé à prendre des notes, mais ça serait sur mon métier actuel et ma mission à Unilassal. Mais voilà, c'est toujours la question derrière, c'est comment amener le sujet, parce que c'est aussi 14 ans d'expérience vécue, etc. Donc, quoi dire, quoi partager, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et donc, je sais pas sous quel angle amener les choses. Puis, il y a toute la question de la confidentialité des situations, mais le but, c'est pas de parler des situations, mais plutôt du partage avec les étudiants. Donc ça, voilà, c'est aussi un projet. La même chose, j'ai un carnet, un cahier rempli à la main, très important. C'était un cahier, même depuis avec le rapport d'étonnement et puis le carnet de bord, j'ai jamais écrit sur PC directement. C'était toujours un petit cahier manuscrit voilà, sur lequel on peut rajouter des choses, rayer. Voilà, il y a des marques qui restent en fait, quoi qu'il arrive, même si on raise, etc. C'est pas juste, il n'y a pas un reset, etc. C'est vraiment tout est marqué, tout est partagé. Voilà. Merci. Et dernière question pour toi, Xavier. Après cette expérience à l'Arche au Québec, est-ce que ça a été un tremplin pour toute la suite, puisqu'on voit bien qu'il y a un fil conducteur un peu sur le handicap depuis le début de ta carrière? Est-ce que ton engagement aujourd'hui, il est dans ce secteur d'activité-là? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Alors oui et non, parce que finalement l'Arche, on est dans le domaine du médico-social. Moi, en fait, j'ai travaillé que 2 ans et demi dans le médico-social entre le Québec et Nantes. Après, par contre, c'est vrai que comme il y a l'Arche à Beauvais, j'ai soutenu le développement de l'Arche de lien entre l'Arche de Beauvais et l'Arche et Unilassal, le campus d'Unilassal. Et on a toujours un lien, des projets. Et le but aussi, c'est de faire en sorte que les étudiants puissent avoir ces rencontres que j'ai pu partager aussi lors de mes missions au Québec et à Nantes, mais ils puissent vivre ce temps d'expérience, de rencontre avec des personnes qui ont un handicap mental, et donc que ce soit par des activités comme le ramassage des pommes, pressage des pommes, des ateliers brasserie, des ateliers autour du pain, etc. Voilà, il y a pas mal d'actions qui ont été mises en place entre nos 2 établissements à Beauvais. Merci beaucoup. Donc ça, c'était comment est-ce que l'engagement devient comme levier de transformation personnelle. On voit bien que ça part de ton expérience personnelle et que ça se transforme en professionnel. On va passer à une partie de l'engagement dans un monde interculturel et globalisé avec Évariste. Si tu veux bien mettre ton petit micro, c'est parfait. Beaucoup trop de... Merci beaucoup. On va te donner le micro bleu. Alors, Évariste, toi, tu as cette expérience au Rocher depuis un petit bout de temps maintenant, et tu interviens pas mal sur les questions d'interculturalité, parce que c'est quand même un sujet phare dans ce monde. Je ne trouve plus ma question. Si, elle est là. Et la question pour toi dans cette partie, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on s'engage auprès des autres dans un monde qui est en crise et qui est méfiant, en situation d'interculturalité? Gros dossier. Bon courage. Bonjour à tous. Déjà vous dire que c'est une grande joie d'être là et de célébrer les 25 ans d'Intercordia.
effectivement, comment s'engager auprès des autres dans un contexte de crise pour vous partager ce que j'ai envie. Je me suis amusé à prendre du recul sur ce que nous vivons dans le monde, le recul aussi sur mes diverses interventions auprès d'Intercordia. J'ai essayé de théoriser un peu. Et c'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien. Je commencerai par vous dire que je me suis fait aider de la pensée d'Edgar Morin, sur qui je me suis beaucoup appuyé et qui, à mon sens, peut éclairer les situations que je vais tenter d'exposer. D'abord, un monde en crise. Qu'entendons-nous par un monde en crise? Edgar Morin on fait dans ses bouquins tout un chapitre, tout un développement, toute une théorie. Je retiens simplement qu'il y a crise dès lors que quelque chose qui devrait être normal est en panne. La crise, c'est dès lors qu'apparaissent des éléments de désordre, des éléments qui ne sont pas dans l'ordre normal. C'est ça une crise. Par exemple, chez l'être humain, il y a des symptômes de crise dès lors qu'il y a une fièvre, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps et qu'il faut poser un diagnostic. Et donc, le monde qui est en crise, ça veut dire qu'il n'est pas ce que l'on attend qu'il soit et qu'il y a quelque chose de l'ordre du désordre. Il y a quelque chose de l'ordre de la maladie. Il y a quelque chose de l'ordre de perte de sens. Et j'ai nommé, en m'appuyant sur Edgar Morin, fondamentalement, en y regardant de près, c'est l'être humain qui est en crise. Je nomme cette crise une crise anthropologique, une crise qui questionne les fondements de comment on est humain. En gros, c'est quoi l'être humain? Souvent, j'aime dire aux jeunes du Rocher et à tous ceux qui reviennent souvent d'une expérience humanitaire, qu'as-tu vécu au loin, et pour ceux qui sont dans nos cités avec le Rocher, qu'as-tu vécu de près? À cette question, les hommes et les femmes rayonnent. Les hommes me disent, j'ai pu manger, j'ai pu découvrir la culture, j'ai pu aider, j'ai pu faire des choses. Et dans les cités, c'est presque la même chose. J'ai pu jouer au ballon, j'ai pu faire les courses avec la dame voilée, on a mangé. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire si ce n'est qu'on a pu reconquérir notre humanité? Êtes-vous d'accord avec moi que qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y aura quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, aller manger, aller aider l'autre à y comprendre un peu plus dans sa situation, aider les jeunes à faire du devoir. On peut le faire tout près de chez nous. Passer une année à dire bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Au fond, c'est devenir profondément ce pourquoi nous sommes faits, être humains. Et c'est cet art d'être humain qui est en crise. Et donc, cette crise-là, elle prend des proportions diverses et variées. La crise de la méfiance, du lien social, qui va faire que on se méfie des uns et des autres. En tout cas, pour moi, en tant que originaire de l'Afrique, de Côte d'Ivoire, la première chose qui m'a un peu perturbé, c'est que quand mon avion a atterri en France et que je disais bonjour aux gens, les gens, ils fuyaient. Ils avaient peur. Parce que là où je venais, ça se salue, ça se touche. Et puis j'ai commis beaucoup d'impairs. Et on me disait, attention, tu salues pas trop. Et je dis, mais pourquoi? Et ça, c'est pas tout le monde comme ça. J'habite en province. On se salue un peu. Mais plus le métro, le TGV, il arrive à Paris, et ça change.
En fait, voici des symptômes, des éléments d'un monde en crise. On ne sait plus se saluer, on ne sait plus manger ensemble, on ne sait plus se dire bonjour. Et cette crise, je l'ai dit, prend des formes politiques, prend des formes géopolitiques. Est-ce que dans ce contexte de méfiance, dans ce contexte de peur, est-ce que Intercordia a raison de croire à ce que des jeunes partent pour aider? Face à ce monde de méfiance, est-ce qu'on a encore raison d'espérer? Eh bien, je vais vous dire oui. Oui, pourquoi? Parce que s'engager dans un monde à la fois en crise, mais dans un contexte interculturel, est une chance. Je pourrais peut-être emprunter, euh, me saisir d'un lexique, d'un élément médical pour dire que l'ordonnance ou le traitement de la crise, c'est la rencontre de l'autre. Le médicament qui va soigner la crise ontologique, anthropologique, fondamentale, en fait, c'est la rencontre de l'autre. Et pour le coup, c'est cette ordonnance que Intercardia tente de prescrire aux jeunes qui veulent partir. Parce que, et ça je m'appuie sur Edgar Morin, ce monde qui est en crise a besoin qu'on aille à lui en tenant ce qu'il appelle la complexité. La complexité, c'est quoi? C'est que à la fois, le monde est en crise, mais dans ce même monde, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est tout ça qui fait notre monde. La crise, sans doute, dans ses formes diverses et variées, prend des proportions, mais en même temps, je peux vous dire, j'ai commencé à intervenir à l'IRCOM depuis 2006, ça a été dit, et un peu plus des années 2010, 2012, je ne sais plus, avec Intercordia, je peux vous dire des belles âmes que j'ai pu rencontrer en tant que formateur. Souvent, je dis aux étudiants, quand je vous perçois, quand je tente de lire vos âmes, vous êtes vraiment l'espérance de notre monde. Vous partez au cœur de ce monde déchiré, vous partez pour faire un acte que Edgar Morin appelle de reliance, c'est-à-dire de vivre ensemble. Oui, dans un contexte de crise et à la fois d'interculturalité, il est urgent de découvrir qui est l'autre. Tant qu'on apprend qui est l'autre par les médias, par le lointain, par les stéréotypes, par les clichés, un monde meilleur ne sera pas possible. La pédagogie qu'Intercordia nous soumet depuis 25 ans, j'ai essayé je me suis permis, et sans doute, pardon au comité scientifique d'Intercordia, j'ai nommé une pédagogie, je l'ai intitulé pédagogie Intercordia, c'est la pédagogie de la transformation. Et je tire ce concept-là de l'expérience, de la méthode expérimentale. Vous savez, dans les manières de former les gens, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Et donc, Intercordia, et ça, je vous y encourage à aller très loin dans cette théorisation que je risque. Enfin, la théorisation, c'est mettre en mots, en concept, ce qui est vécu. Et donc, j'y vois ce que j'appelle une pédagogie de la transformation. Donc, Guillaume a illustré. C'est quoi la pédagogie de la transformation? C'est avoir une ambition, un idéal de société à proposer. Il faut le vendre. Il faut qu'il y ait des acheteurs. C'est les jeunes qui viennent. Et quand ils viennent, on est conscient qu'il ne faut pas brusquer les choses. On ne les balance pas comme ça, comme des gens qui sautent de l'avion. Ils ont un temps de travail, d'engendrement. C'est ce qu'on appelle la formation. Tout récemment, avec un département, j'ai fait un petit extrait. C'est quoi former? Et je me suis amusé à donner un peu un sens
qui me parle du mot formation. Le mot formation, me semble-t-il, vient du travail, le travail essentiel, intrinsèque de la femme quand elle entend un bébé. Le bébé prend progressivement le temps de se former. Et donc, pour les enseignants, tout le travail qui est fait, c'est une manière d'engendrer, de faire advenir dans notre monde des personnes nouvelles. Donc, Intercordia prend 2 semaines pour les sensibiliser, pour les engendrer à un monde nouveau, pour les engendrer en leur donnant des conseils, des techniques. Et après, on les met en situation. Donc, idéal de vie, vision, offre pertinente. Bon, s'il y a des acheteurs, on les met en condition de sécurisation, de confiance. C'est ce qui est fait pendant les 2 semaines. Ils partent, ils vivent une expérience. Je le disais, je le soulignais pendant notre préparation, qu'il suffit pas de partir loin ou tout près, vivre une expérience solidaire pour être transformé. Attention à ne pas se donner des illusions. Si il fallait partir loin ou tout près pour aider les gens et être transformé, ça se saurait. Moi, je connais des gens, et je citerai pas d'associations, voilà, qui sont allés dans les pays lointains, et là-bas, ils étaient chargés des questions de migrants. Quand ils étaient partis avec une ONG, ils étaient chargés des questions des migrants. Quand ils sont revenus chez eux, ils ont oublié les migrants chez eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, on peut connaître dans un truc qui questionne, mais pourquoi Intercordia, je nomme une pédagogie de la transformation, c'est que Intercordia va donner ce qu'on appelle, ce que j'appelle, c'est une théorisation, des béquilles de la transformation. Les béquilles de la transformation, c'est quoi? C'est que on va mettre des tuteurs qui eux-mêmes sont sélectionnés avec des consignes très claires pour interagir avec l'élément en situation pour qu'il raisonne, il conscientise son expérience. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a l'écrit pour raisonner, pour faire ce travail d'appropriation, de conscientisation, de prise de recul. Et puis, il y a la transformation en défendant un axe de son expérience devant un jury. Défendre ce qui me semble pertinent à présenter. Et après, il y a, me semble-t-il, cette offre qui émerge aujourd'hui sur relire après coup mon expérience. Et quand on met, et en y travaillant pour ces 25 ans, en fait, je dis, mais en fait, ils ont tout compris. Et que si nous voulions que ce monde qui est en crise s'apaise, si nous voulons y comprendre un peu plus, je suggère qu'Intercordia prenne au sérieux ce tâtonnement de théorisation, de croire en ce que, en votre offre, pour que il y ait un monde de plus en plus humanisé. Oui, c'est possible dans un monde en crise, et c'est plus que jamais dans un monde en crise. Il faut faire lever toute une cohorte des hommes et des femmes qui croient que la rencontre de l'autre, s'engager pour l'autre, pour qu'advienne l'humanité, eh bien, est plus que jamais d'actualité. Je veux terminer juste en risquant ce que Madame la professeure peut-être complétera. 3 niveaux. Elena, vous savez, dans le monde où nous sommes, et surtout de l'enseignement, nous sommes aussi, nous avons nos codes. Et donc nous avons notre manière de nous asseoir. Et face à elle, voilà, moi je balbutie, donc c'est mon chef. Voilà, donc dire que voilà, c'est un traitement contre la crise, j'y vois 3 pistes où j'ai vu des transformations des jeunes. J'y ai vu au niveau individuel.
euh, Quentin, Xavier. Xavier vient d'en illustrer. Donc, j'ai pu mesurer aussi bien pour ceux qui partent ailleurs ou qui viennent tout près au rocher, la transformation est radicale. Là, depuis jeudi, par exemple, dans le cadre du rocher, on avait réuni tous les chefs là des antennes pour faire un travail. Et puis, on a eu deux invités inattendus qui passaient loin du lieu du travail. Et le directeur a demandé aux gens du rocher, ben, qu'est-ce que vous direz? La personne a dit, mais c'est quoi le rocher? Qu'est-ce que vous direz? Et il y a une jeune fille avec son époux qui sont responsables d'antenne. Elle se lève et elle dit, c'est un cadeau. Ah bah, c'est un cadeau. Donc, l'invité ne comprenait, il était dit, mais pourquoi le rocher serait un cadeau? Et elle dit, je n'aurais jamais imaginé un couple vivre cette expérience d'immersion dans les cités, non seulement qui a sauvé notre couple, et qui nous a humanisés. C'est un cadeau. Donc, il y a des transformations individuelles. Deuxième niveau, il y a des transformations au niveau collectif. J'ai pu mesurer, grâce à l'investissement des hommes et des femmes, au loin comme au près, des communautés entières, des projets entiers qui ont pu aboutir. De l'eau, accès à l'eau, des hôpitaux, des choses qui ont été créées pour du collectif et dont la marque est indélébile. Je peux voir, par exemple, aujourd'hui, pour y avoir regardé de près, il y a une ONG qu'on appelle Fidesco qui, depuis des années, envoie des corps médicaux en Guinée. Et providentiellement, j'ai rencontré des Guinéens qui, pour eux, cet hôpital ou cette je sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, je sais pas si c'est un hôpital d'ailleurs. C'est quoi? Un dispensaire. En fait, je n'avais pas imaginé l'impact en Guinée de ce dispensaire. Donc là, on voit une action qui a une portée collective. Et enfin, sociétale. Parce que, et c'est là où je veux nous encourager tous ensemble à y croire à ce que nous entreprenons et pour les 25 ans de Técordia. Et s'il y avait une recommandation, c'est de travailler sur là, c'est de faire émerger une nouvelle culture de bâtisseurs de paix et de la rencontre de l'autre. C'est-à-dire, il ne faut plus rester à Xavier qui s'est transformé, le petit truc dans le village en Afrique qui s'est très bien passé. C'est, imaginons maintenant comment on fait en sorte que cette expérience impacte les politiques en faisant en sorte que ça advienne à l'agenda politique pour que ça devienne une transformation sociale. Et je le dis parce que souvent on fait les choses simplement. Et dans le vrai monde-là, les choses ne se font pas simplement. Il faut réfléchir, il faut théoriser, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des alliances pour dire qu'est-ce que nous voulons. Sinon, ça ne viendra pas. Voici un peu quelques propos que je voulais risquer cet après-midi tout en espérant qu'on pourrait échanger ici et là si vous me posez des questions pour approfondir tel point ou tel point. Les questions, ça sera pour après. Merci Évariste. Je sais que c'est un sacré exercice de résumer ça en 15 minutes. Bravo. Donc, si on t'écoute bien, n'ayons plus peur de nous engager à la rencontre de l'autre, que ça soit ici ou là-bas. Et ça, c'est dans un monde qui n'est pas toujours simple, qui est en crise, qui est méfiant. Donc, l'interculturalité a toute sa place. On va maintenant passer la dernière partie de notre conférence avec Elena. Est-ce que tu peux passer ton petit micro aussi? Ah oui. Et avec Elena, on va aborder le sujet de justement comment est-ce qu'on transforme un engagement individuel, ce que vous avez tous les deux commencé à nous dire, et qu'on le transforme en engagement sociétal, collectif. Et sur quels axes vraiment on se base pour que ça aille loin et qu'il y ait une vraie transformation derrière. Donc, ma première question pour toi, Elena. C'est pas concerté, hein. Pas du tout. C'est pas vrai. préparé. La première question pour toi, c'est est-ce que selon toi, l'engagement est toujours à titre individuel ou est-ce que ça peut devenir un engagement sociétal? Merci. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que non, il faut lancer le truc et après ça. Ça va? Oui. Ouais.
Voilà, bonjour à tous. En tout cas, merci de cette invitation. Je suis contente de rencontrer des vieilles et des vieux amis que j'ai rencontrés, pas tous dans le cadre de Intercordia, mais voilà, et avec qui on a vécu des belles aventures. Et donc voilà, je suis très très contente que cette célébration soit aussi un moment de rencontre. Et je dirais, alors moi, à la différence de vous, je n'ai pas été cordialiste, et donc je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai accompagné de manière très ponctuelle beaucoup des promotions des cordialistes, donc au point que je ne sais pas quand est-ce que j'avais commencé, comme tu disais. Mais voilà, mais je trouve que ça a été toujours une expérience très intéressante, et je dirais en vous écoutant, Évariste, tu as utilisé ce mot de pédagogie, et je trouve que c'est ça qui est quelque chose d'intéressant et qui m'a toujours beaucoup interpellée d'Intercordia, c'est voilà, cette pédagogie qui est fondée beaucoup sur l'écrit, et c'est ce que disait Xavier, et qui est fondée sur vraiment des espaces où on fait groupe. Et c'est pas simplement des transmissions des connaissances ou des compétences. Et voilà, il y a quelque chose que je trouve, et que c'est beaucoup dans cette articulation, et je viens à la question entre individuel et collectif. Donc je suis d'accord qu'il y a là une pédagogie qui serait à valoriser, à creuser, et que c'est expérimental, mais que je trouve que voilà, chacun part dans son projet différent. Donc il y a des singularités, chacun vient et on voit bien que chacun vient avec des projets différents, et en même temps on fait groupe. Et voilà, et l'écrit occupe une place très importante. Et donc voilà, je suis d'accord que là il y a quelque chose, une petite perle peut-être à creuser. Et alors, et qui passe justement par ce lien, je pense, entre individuel et collectif. Et, je pense, alors je vais évidemment l'illustrer un petit peu avec ce que c'est mon domaine de compétences, que c'est celui de l'économie sociale et solidaire. Mais ce que je voudrais dire par rapport à l'engagement, c'est là, Évariste l'a déjà évoqué, et l'engagement doit être individuel, collectif, sociétal. Euh, euh, moi, pour moi, le défi, c'est comment l'articulation entre ces différentes dimensions. Parce que c'est vrai que voilà, l'engagement est toujours, au départ, c'est une démarche individuelle, et pour avoir un impact sur d'autres, pour avoir un impact collectif. Et donc on peut dire, c'est évident que dans l'engagement il y a de l'individuel et du collectif. Mais pour moi, ce lien devrait aller beaucoup plus loin, parce que et peut-être il y avait un peu ça dans ce qu'Évariste tu disais sur on va pas tellement aider les autres, on va les rencontrer. C'est que je pense qu'on pense trop souvent l'engagement comme parfois on renonce un petit peu à son intérêt individuel pour faire quelque chose pour les autres. Et l'engagement, c'est voilà, je me sacrifie un petit peu moi-même pour faire quelque chose pour les autres. Et je pense que c'est là où pour moi il y a le problème, c'est de penser l'engagement comme un moins d'intérêt individuel pour un plus d'intérêt des autres. Parce que je pense que nous sommes, comme individus, des êtres incomplets que nous nous construisons uniquement avec les autres, donc non pas contre les autres. Et donc, du coup, je pense que c'est impossible de grandir soi-même, de se déployer soi-même, sans le faire avec les autres. Et donc, c'est pour ça que cette idée d'engagement voilà, je réduis un peu mon intérêt pour faire place à l'intérêt de l'autre, me semble qu'il peut conduire à quelque chose qui n'est pas juste.
Et pour moi, l'articulation des deux, c'est justement, évidemment, faire place à l'autre suppose de se laisser déplacer, mais c'est pas que je réduis un peu mon intérêt pour faire place à l'intérêt de l'autre. C'est que je me déplace pour faire place à l'autre dans ma vie et on va construire ensemble quelque chose qui est source de vie et pour les autres et pour moi. Mais voilà, je pense que c'est là qui se joue cette articulation entre individuel et collectif. Et voilà, et je donne un exemple. Si vous voulez, voilà, Évariste, tu posais la question à la fin, comment nos engagements vraiment changent la société et pas uniquement chacun individuellement et même des groupes particuliers. Je pense, pour moi, c'est un peu l'utopie qui est portée par l'économie sociale et solidaire. Et voilà, et je pense un exemple pour montrer ça. Et parmi les multiples pratiques de l'économie sociale et solidaire, il y a les entreprises d'insertion que sûrement vous connaissez. C'est des entreprises qui donnent du travail non pas à la personne la plus compétente, mais à la personne qui a le plus besoin de travailler. Et en fait, ces pratiques d'entreprise, pour moi, au début, on le fait pour justement pouvoir aider les personnes qui veulent travailler et n'arrivent pas à trouver du travail. Donc, on peut dire, c'est de aider justement. Donc, on fait place justement à l'autre qui est en fragilité. Mais en fait, ces expériences de entreprise d'insertion ont inversé complètement ce qui est la logique économique du marché du travail. Le marché du travail, vous savez, c'est ce qui demande du travail, c'est les entreprises. Ce qui offre du travail, c'est les employeurs, les employés. Et donc, dans le marché du travail classique, c'est l'offre qui s'adapte à la demande. Je parle comme des économistes, mais c'est les travailleurs qui s'adaptent aux demandes des entreprises. Et l'entreprise d'insertion inverse ça. C'est l'entreprise qui s'adapte aux personnes qui veulent travailler. Et donc, cette inversion est énorme. En termes de logique économique, est énorme. Et donc, vous voyez, c'est pas simplement comment on fait quelque chose. Je pense que ce qu'on a découvert dans les entreprises d'insertion, dans ce que c'est le travail, le sens du travail, le sens de l'entreprise, c'est complètement nouveau. Et donc, c'est pas simplement des entreprises qui font un petit peu place aux plus fragiles, mais c'est une autre manière d'être entreprise, une autre manière de faire de l'économie, et donc du coup une articulation entre individuel et collectif, justement, qui est où les deux, chacun est transformé par l'autre, et donc ce n'est pas simplement voilà. C'est pas simplement une question d'impact pour moi et dans la société. Et c'est comment chacun avec la société on construit quelque chose de nouveau. Donc voilà pour individuel et collectif. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, on peut s'engager à construire quelque chose ensemble et comme ça, chacun y trouve son intérêt aussi, parce qu'il n'y a pas de raison de se sacrifier pour mettre l'intérêt de l'autre. Le but, c'est d'avancer ensemble, c'est de construire ensemble, et c'est finalement l'engagement qui transforme, c'est celui-là. Oui, en sachant que voilà, c'est pour ne pas penser l'engagement uniquement en termes de sacrificiel, c'est ça. Parce que là, on reste comme si moi j'ai tout et donc du coup, je me sacrifie un peu pour le bien-être des autres. Ouais. Et en fait, pas du tout. En fait, moi, je peux pas exister sans les autres. Donc, alors évidemment, faire avec les autres suppose accepter de se laisser déplacer par les autres. Donc, c'est pas du sacrifice de mon intérêt individuel, mais c'est accepter de me déplacer de mes habitudes, de mes manières de faire. D'esprit, finalement. L'adaptation et l'ouverture d'esprit. Sur quels axes, selon toi, se base cet engagement? On en avait parlé un petit peu ensemble. Il y a un axe plutôt économique et puis un axe écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Oui, pour moi, dans l'engagement, il y a autant voilà cette articulation entre individuel et collectif que pour moi aujourd'hui plus que jamais
cette articulation entre le vivant humain et le vivant non humain, entre l'humain et l'environnement. Et je pense que cette dimension du vivant non humain, voilà, on continue encore, même avec toute la conscience qu'il y a aujourd'hui de la crise écologique, à le penser un petit peu comme le cadre, comme les ressources dont il faut prendre soin pour que l'humain puisse vivre plus longtemps. Et quand on parle du développement durable, on dit voilà, et c'est que les générations futures sont risque aujourd'hui de ne pouvoir vivre dans notre planète. Donc c'est toujours un petit peu la nature au service de l'humain. Et je pense que là aujourd'hui il y a quelque chose qui est aussi en train d'être complètement déplacé, que c'est et que du coup vient déplacer la conception de ce que c'est l'humain. C'est la première question que tu posais, Évariste. C'est de dire voilà et je reviens à l'engagement puisque c'est le thème que vous avez mis au centre. Et en fait, je pense qu'on vient et que c'est encore, ça marque encore beaucoup le monde de l'engagement et associatif par des engagements qui sont plutôt dans le social ou des engagements qui sont plutôt dans l'environnemental. Alors, de plus en plus, il y a des croisements. Je dirais que de plus en plus, le social intègre la dimension environnementale. Mais pour moi, ça reste encore là une révolution à faire, en fait. Ça reste les associations qui travaillent pour l'environnement d'un côté et les associations qui travaillent pour le social de l'autre. Donc, chacun reconnaît qu'il faut intégrer l'autre dimension, mais ça reste un petit peu comme une dimension secondaire par rapport à la première qui est portée par chacun. Et voilà, je pense que là, il y a une révolution à faire. C'est-à-dire, on peut pas s'engager pour l'un sans l'autre. C'est-à-dire, si on peut pas faire quelque chose pour l'humain sans intégrer complètement le vivant non humain. Et on peut pas faire quelque chose pour le vivant non humain, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle en général l'environnement, mais qui est justement, c'est là où pour moi l'encyclique Laudato Si a introduit quelque chose de très intéressant, et c'est pas la seule, mais elle le dit d'une manière très forte, comment ce que nous appelons environnement et nature, en fait, c'est des êtres vivants. C'est des êtres vivants. Et donc, si c'est des êtres vivants, c'est comme nous, des êtres vivants. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, l'engagement et comment elle intègre ces deux dimensions. Donc, voilà, je ne sais pas comment Intercordia. Moi, je parle dans ma petite intervention d'une demi-journée, mais peut-être dans la pédagogie d'Intercordia, il y a là une question aussi à se poser de comment aujourd'hui dans tous cette formation à l'engagement voilà, on intègre vraiment ce vivant humain, pas uniquement comme un cadre, pas uniquement comme une limite, pas uniquement comme une contrainte, mais comme une manière radicalement nouvelle de penser le vivant et de le penser en termes relationnels. Je pense que c'est ça l'écologie avant tout, c'est le fait, et là on revient, vous parlez d'une pédagogie de la transformation, moi je dirais, vous avez parlé de rencontre, moi je dirais une pédagogie de la rencontre. C'est-à-dire comment. Je suis un peu de la théorie aussi. Mais voilà, comment avec le vivant non humain, on se pense pas uniquement en termes de gestionnaire responsable, qu'on va pas exploiter la nature, mais plutôt comme cherchant à penser une relation qui soit une vraie relation, une relation entre vivants et non pas uniquement une utilisation responsable. Donc finalement, à réfléchir, à méditer, plutôt que l'environnement soit au service de l'humain, peut-être que l'humain pourrait se mettre au service de l'environnement, dans l'autre sens, ou s'interagir et oui, il faut comment on les pense ensemble. Ouais, ouais. Merci. Une dernière question pour toi. On a vu l'individuel et le collectif, on a vu l'économie et l'écologie en fait se mélangeant. Et là, j'aimerais qu'on vienne sur l'échelle locale et l'échelle internationale. À quel niveau, quelle articulation on peut avoir dans le niveau d'engagement, aussi bien localement que internationalement. Ouais. Alors là, c'est encore une troisième articulation. Et voilà. Et très souvent, on disait, et je me souviens de l'avoir dit aussi, hein,
le slogan était penser global et agir local. Bon, moi, je pense que c'est pas juste non plus. C'est aussi à déplacer là quelque chose parce qu'il faut aussi penser au niveau local et il faut aussi agir au niveau global et qu'aujourd'hui la question écologique en particulier, mais pas uniquement, nous aide à voir à quel point il y a une interdépendance énorme entre ce qu'on fait localement et ce qu'on fait au niveau international. Et donc, du coup, là, je pense aussi, voilà, aujourd'hui, toute la mobilisation de la société civile pour des causes internationales, et je trouve, encore une fois, là, vous savez, on prépare la COP30 qui va avoir lieu au Brésil. En Amazonie, donc c'est un événement très important parce que l'Amazonie est au cœur des questions écologiques et voilà, et comme dans les COP précédentes, la société civile se donne rendez-vous en même temps que les grands représentants des gouvernements pour dire aussi comment cette question écologique n'est pas simplement des grands accords internationaux, mais ça se traduit aussi dans des modes de vie pratiques, concrets, et individuels et collectifs et locaux. Donc voilà, comment penser cette articulation entre local et global? Je pense que là, ça fait aussi, je pense que les deux dimensions sont très présentes dans Intercordia, mais peut-être justement de voir l'interdépendance entre les deux. C'est important parce que c'est vrai que voilà, les cordialistes s'investissent très fortement dans des petites causes, mais voilà, locales, et donc d'avoir toujours cette réflexion de comment voilà, ça change aussi et ça c'est un enjeu il y a quelque chose qui se joue au niveau global. Peut-être je donne encore là un exemple de mon domaine de prédilection, que c'est l'économie sociale et solidaire. Mais vous voyez, une autre pratique que je trouve très intéressante d'articulation de local et global, c'est les monnaies locales complémentaires. Je ne sais pas si voilà, vous connaissez, c'est des monnaies qui ont une validité uniquement dans son territoire donné et donc qui permettent en fait de développer la production locale, puisque cette monnaie peut circuler uniquement dans le territoire. Donc, elle remplace pas la monnaie officielle, elle remplace pas l'euro, mais elle est complémentaire de cette monnaie. Et l'idée, c'est de favoriser la production locale et donc la circulation des biens localement. Mais en fait, voilà, et c'est très intéressant parce que c'est une pratique, on peut dire, très locale, parce que justement, elle est valide uniquement dans son territoire donné, cette monnaie, donc c'est très local, mais justement, c'est aujourd'hui une des manières de lutter contre la délocalisation, qui est un grand enjeu au niveau international, les entreprises qui ferment leurs usines voilà, dans le pays et qui vont s'installer dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et donc, du coup, tout ce problème de délocalisation, aujourd'hui, les monnaies locales, en fait, c'est une manière, d'une certaine manière, de répondre à ce problème de délocalisation. En fait, c'est juste pour dire, voilà, entre le local et le global, et voilà, il faut aussi les penser ensemble comme l'humain et l'environnement et comme l'individuel et le collectif. Merci Elena. En fait, si on résume, que ça soit ici ou là-bas, que ça soit seul, enfin personnellement ou collectivement, finalement, on commence par faire un petit bout de chemin. On fait le colibri, on fait sa part à son échelle, et puis ça va peut-être s'élargir au monde, devenir beaucoup plus global. Et on a tous besoin les uns des autres et on a besoin de se rencontrer. Si je résume, prendre un peu de recul avec l'écrit, ça sert toujours. Si je résume vos 3 interventions. Un grand merci pour vos éclairages et vos partages. On va laisser maintenant la parole au public si vous avez des questions. La scène est à vous. Est-ce
que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci pour vos interventions à tous les trois. Et particulièrement peut-être une question double pour Évariste et Elena. Vous parliez un peu, j'ai entendu, d'impact, peut-être même de plaidoyer. Évariste, j'ai entendu ça aussi dans vos mots. Très concrètement, si on essaie de réfléchir à comment ça pourrait se traduire au sein d'Intercordia à l'avenir, est-ce que ce serait un groupe un peu plaidoyer? Est-ce que ce serait aider les jeunes à monter un collectif ensemble? En fait, je vous pousse un peu dans cette réflexion de comment effectivement on peut sortir de cette expérience très au local, au concret. On a des groupes d'individus, de cordialistes qui sont engagés. Et ce que j'entends aussi, c'est peut-être qu'on ne capitalise pas ensuite suffisamment. Ou en tout cas, on leur propose peut-être pas encore de pouvoir poursuivre cet engagement de façon différente. Est-ce que c'est à nous de le faire? Et si oui, de façon très concrète, comment est-ce que ça pourrait se Tu peux répondre. matérialiser? Merci beaucoup. C'est pas... Merci. Alors, très concrètement, d'abord, merci, c'est une question que j'appelle ou que je qualifierai